Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Christine Valin qui vient de terminer un master en sociologie des âges de la vie et ensemble on va discuter des directeurs et des directrices d'EHPAD, de plein de sujets, les problèmes, leur activité, qui sont les directeurs et les directrices d'EHPAD. On peut peut-être dire qu'aujourd'hui on enregistre dans un studio, donc j'ai pas tout à fait les mêmes habitudes, on est face à face avec des vrais micros, donc c'est un petit peu intimidant, mais pour moi aussi du coup. Je vous propose, Christine, de vous présenter. Oui, alors donc je m'appelle Christine Valin, comme vous l'avez dit. Je suis actuellement en thèse. Je travaille sur les directeurs et directrices d'EHPAD. Et l'année dernière, j'avais déjà fait un master sur ce même sujet qui me permettait déjà d'entrer de manière très générale. J'avais fait des entretiens vraiment très ouverts pour avoir un maximum d'informations. Et ce sujet vient du fait que précédemment, j'étais dans l'encadrement. Donc je viens de l'éducation nationale. J'ai travaillé pendant 32 ans dans l'éducation nationale. J'ai été professeure d'éducation musicale en collège pendant 20 ans. Ensuite, j'étais rédactrice en chef d'une revue pour les enseignants qui s'appelle Les Cahiers pédagogiques pendant 4 ans. Et ensuite, donc, j'avais été inspectrice de l'éducation nationale, métier de l'encadrement pendant 7 ans, dont j'ai bien perçu, pour le vivre de l'intérieur, à la fois les richesses et puis en même temps les complexités. Et l'année dernière, au moment de choisir un sujet pour mon mémoire de master, c'était vraiment très naturel pour moi de travailler en particulier sur les directeurs et directrices d'EHPAD. J'avais aussi, à titre personnel, longuement rencontré des problématiques de la fin de vie et du vieillissement, par ma mère qui était handicapée et mon père était son aidant. Et donc j'avais suivi leur parcours déjà pendant 20 ans, des aides à domicile, que je ne peux encore que remercier pour tout ce qu'elles ont fait. Et puis ensuite, ma mère qui est entrée en EHPAD au décès de mon père, donc qu'on connaît très bien avec l'entrée subie et subite aussi en EHPAD. Et j'ai vu tout ça. On connaît très bien, mais on en parle peu parce que c'est le sujet de l'épuisement peut-être de l'aidant qui fait que en général il y a une transition, un peu. Même si, je dirais, c'est du 50-50. C'est la personne qui est aidée qui, à un moment, peut se retrouver à devoir rentrer en EHPAD parce que c'est trop difficile. Mais il y a aussi parfois l'aidant qui va être en difficulté. OK. Donc, j'imagine que c'est ça qui fait un peu le point de bascule. Mais est-ce qu'il y a... Mais pourquoi changer de... C'est pas forcément changer de voie, mais c'est changer de domaine, en fait. Oui. Alors, il me restait à peu près une dizaine d'années à travailler. Et j'ai 55 ans là maintenant, et donc je m'étais dit que j'avais très envie de voir autre chose finalement que l'éducation nationale. Et puis pour être plus proche de ma mère aussi, je m'étais dit je vais reprendre des études en distanciel. Et finalement, ma mère est décédée également, mais j'ai décidé de continuer parce que vraiment j'avais découvert vraiment beaucoup de particularités alors sur le parcours du vieillissement ou sur l'encadrement, je commençais à voir des choses. Aussi sur le parcours du vieillissement et son propre vieillissement. À 55 ans, on vieillit dès qu'on est né, mais la sociologie du vieillissement permet aussi, je dirais, d'apprivoiser des choses parce qu'on les comprend mieux pour soi. Donc c'est comme souvent en sociologie, on étudie un petit peu tout cela, des éléments qui vont être contextuels, qui vont être des éléments de société, par exemple le vieillissement. Mais ça va être aussi un parcours individuel et un parcours de réflexion même personnel, puisque en tant que sociologue, on a à faire ce travail-là aussi pour soi, et je le travaille en même temps, j'en profite.
de reconstruire son propre parcours pour voir où ont été les points de bascule. Ok. Ce qui m'amène d'ailleurs ensuite à ce projet de thèse qui porte sur les parcours professionnels et personnels des directeurs et directrices d'EHPAD. Alors, ouais, qui est un sujet, moi, que je trouve super intéressant. Là aussi par rapport à moi, mais par rapport au fait de voir qu'on est toute une génération à être arrivé assez jeune, et j'ai l'impression qu'on reste tous pas très longtemps. Enfin, en tout cas, on évolue tous sur d'autres choses, sur plein de choses différentes, et que du coup, on est arrivé tout de suite, en fait, mais on n'est pas sur on va dire, une carrière très linéaire. Et je pense que dans la notion de parcours, c'est quelque chose pour lequel, en fait, on a du mal à avoir des infos. Moi, je regarde à travers juste les réseaux sociaux, LinkedIn, je vois, bah tiens, un tel avec qui je travaillais, maintenant, il fait ça, lui, il fait ça. On voit des directeurs qui sont partis, enfin, qui font complètement autre chose, quoi. Ouais. Et ça, c'est super intéressant. C'est quelque chose que j'ai remarqué l'année dernière. Donc dans ma méthodologie, il y avait des entretiens avec différentes personnes pour mieux comprendre le domaine et la profession. Et puis 15 enquêtés également. Et dans ces 15 enquêtés, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de mobilité. Avec soit des personnes qui commencent, comme vous disiez, qui commencent tôt dans leur parcours, et puis finalement après qui vont avoir plusieurs parcours... qui vont aller faire autre chose. Faire d'autres choses, oui. Ou alors c'est l'inverse. On a d'abord d'autres carrières. Les reconversions. Et il y en a également beaucoup. Donc c'est ça qui m'a intéressée aussi, toutes ces mobilités et tous ces points de bascule. Ouais, c'est intéressant. Souvent le passage, le moment où on va, et je l'ai vécu de l'intérieur aussi, où on va être sur une bifurcation professionnelle, ça correspond, comme je l'ai raconté avec mes parents, aussi à un moment... il se passe quelque chose dans la vie personnelle. Pas toujours, mais parfois. Il y a l'idée de durée aussi dans un métier. Les métiers de direction d'EHPAD sont des métiers qui sont extrêmement prenants. Là, les directeurs et directrices en ont énormément parlé, avec la notion du temps qui revient beaucoup. Bah oui. Donc, c'est extrêmement prenant. Et puis, il peut y avoir une sorte d'usure à un moment. Alors, soit parce que on a l'impression d'avoir déjà vu un peu tout et on a envie de voir autre chose. Donc, ça va être plutôt la curiosité ou alors ça va être un peu de lassitude. Ça peut arriver également. Ce que des enquêtés m'ont dit également, c'est que ça peut être des choses liées à leur entourage. Ça peut être, on est déjà en plein en train de s'occuper de ses parents vieillissants et en plus, dans son métier, on est encore plongé là-dedans et ça fait trop. Et donc, ça peut être des points de bascule. Non, c'est vrai. Ouais, je vois quoi. C'est une anecdote là-dessus, mais quand j'ai commencé, j'étais dans un groupe dans lequel on faisait une semaine d'intégration. Et il y avait quelques jeunes, il y avait des moins jeunes. Et il y avait une directrice qui intégrait le groupe alors qu'il basculait sur un poste de directrice de clinique, en fait. Et ça m'avait marqué parce qu'elle disait, en gros, moi, les pads, j'en peux plus de faire des admissions et de voir les gens mourir. J'ai besoin d'autre chose, de quelque chose dans lequel, en fait... il y a moins de décès, il y a moins de gens qui partent, en fait. Et ça m'avait marqué, parce que je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas, peut-être qu'à un moment, ça peut arriver, mais oui, c'est... oui, ça, c'est une des problématiques qui ressort effectivement des entretiens et des recherches également, puisque une recherche montrait qu'un directeur et directrice d'EHPAD a géré, on va dire, 30 décès par an. Ouais. Donc, il y a quelque chose comme ça qui, à la fois, on s'installe dedans, on apprend à le faire. Et quand je dis on, alors c'est soi-même, le vivre avec les équipes, le vivre avec les familles. Il y a tout cela. Donc, il y a cet apprentissage. Mais parfois, effectivement, ça peut être ce que vous dites, ça fait trop. C'est vrai que c'est un sujet. Et à travers l'étude que vous avez faite, est-ce que vous ressentez... parce que ça, c'est une question à laquelle, moi, je me suis jamais vraiment... penché, je m'en suis jamais vraiment soucié. C'est plutôt de se dire, en fait, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'EHPAD, ça fait partie aussi, quand on voit des personnes âgées dépendantes, finalement, voilà, c'est dans la logique des choses et on a tendance à se dire, bon, la personne, elle est décédée, en général, c'est pas soudain et on se dit, vu la situation, vu ce qu'elle vivait ou ce qu'elle vivait plus, en fait, c'est normal et peut-être que c'est pas plus mal pour elle, en fait. Ce qui fait que j'y vois moins de difficultés qu'un établissement. On le sent, par exemple, dans le handicap, sur les foyers de vie, où c'est des gens déjà qui sont là depuis plus longtemps, qui sont plus dynamiques, qui font des choses, et où souvent on va avoir un décès qui est plus soudain, où là, il va y avoir un choc pour l'équipe.
Il peut y avoir bien sûr un choc en EHPAD, mais souvent, c'est plus dans la logique. Mais est-ce que à travers l'étude, c'est quelque chose qui ressortait beaucoup ou qu'est-ce que vous en avez? Alors, il y a beaucoup de recherches en sociologie qui sont faites sur ce moment. Je pense à Michel Castra, par exemple, ou d'autres recherches qui portent, par exemple, sur le suicide des personnes âgées. Ouais. Où, si j'en parle, c'est simple, enfin, simplement. Il y a un élément, c'est qu'on accepte davantage l'idée de la mort des personnes lorsqu'on se dit il ne leur restait plus que, par rapport à une moyenne, tant d'années à vivre. Oui. Et comme vous aviez dit, et puis on peut se dire, vu l'état dans lequel elles étaient, il y a quelque chose qui devient plus acceptable. Ouais. Ceci dit, j'étais dans un EHPAD cette semaine et il y avait une figure de l'EHPAD, quelqu'un à laquelle tout le monde était, une personne à laquelle tout le monde était très attaché. Et en échangeant avec le directeur ou la directrice, j'ai bien vu que ça l'avait beaucoup affecté aussi, parce qu'il y avait une vraie relation qui s'était tissée, avec forcément des discussions quand on a... Et là, il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit l'année dernière que parfois ça avait été là aussi des points de bascule, en disant mais je l'ai fait, je l'ai beaucoup fait et c'est beaucoup, c'est trop, il me faut autre chose. Ouais, je comprends. Oui, que ce soit l'équipe et même ça peut aussi toucher le directeur ou la directrice, même s'il est dans son bureau, il peut ressentir les choses. Oui, absolument. Ok, est-ce que du coup, pour revenir vraiment sur le sujet de qui sont les directeurs et les directrices et de l'étude qui a été faite, en gros, comment ça s'est passé l'étude et qu'est-ce qui en ressort? Alors, je dirais que... Alors sur l'étude, déjà, comme je le disais tout à l'heure, donc j'ai rencontré différentes personnes, par exemple au conseil départemental, des gens qui travaillent en relation avec les directeurs directrices. J'ai plusieurs personnes comme ça qui m'ont permis un peu de m'acculturer, on va dire, même des directeurs qui écrivent des livres ou qui écrivent avec des sociologues. Et puis donc 15 entretiens. Et de cela, alors j'ai retiré un mémoire qui fait à peu près 150 pages. Et puis de cela, j'ai retiré des synthèses sur trois axes différents. C'est essayer d'établir un portrait des directeurs, directrices, de leurs activités principales. Il se trouve que pratiquement aucun travaux en sociologie n'existe sur les directeurs et directrices. Il y en a sur les directeurs d'établissements médico-sociaux. Il y en a un peu plus, mais pas encore beaucoup. Mais je pense que là, il y a une autre personne, Rémi Ribière, qui travaille aussi sur les directeurs et directrices d'EHPAD et sur le sens au travail, sur le sens du beau travail, par exemple. C'est central dans sa recherche. Donc là, d'abord, ce que je disais, quelque chose de très général. Ensuite, ce qui est ressorti au fil de l'année d'enquête et puis ensuite des analyses, des entretiens, c'était l'idée qu'il fallait tenir. Et beaucoup perçu les directeurs et directrices se présentant comme des équilibristes et souvent entre deux choses. Alors, entre les fins et les moyens, par exemple, ça, c'est ce que j'ai gardé, ce qui m'est apparu petit à petit. C'était à la fois garder, on en reparlera peut-être plus précisément ensuite, garder un cap et faire avec la situation. Donc, il y a quelque chose d'assez pragmatique et en même temps, c'est pas seulement des choses qui vont être extrêmement concrètes, c'est aussi garder un fil que j'ai trouvé presque philosophique, on peut dire quelque chose comme ça, que j'ai rattaché par exemple à la vie bonne, au sens de la mission, ça a été très présent. Et puis, ce que j'en ai retiré en dernier, c'est concernant les problèmes qui sont quand même extrêmement centraux dans la vie d'un directeur ou une directrice qui passe... beaucoup des collègues disaient j'ai l'impression de passer ma vie à résoudre des problèmes. Ouais. Donc, je suis allée rechercher. Je suis d'accord. Voilà. Et en général, là, ça me rappelait beaucoup mon métier d'inspectrice. Alors, c'est ce que j'allais dire. À un moment, est-ce que c'est pas juste le job d'un directeur ou peu importe, et d'encadrement et de gestion d'équipe et même de gestion d'une organisation? Oui, alors on est beaucoup dans l'idée, on a à régler les problèmes que les autres n'ont pas pu régler. Déjà. Ouais. Ça veut dire que généralement, ce sont ceux qui sont les plus endurcis parfois, ou alors il faut avoir
une vision suffisamment générale ou suffisamment en recul. C'est vraiment ce type de problème, effectivement, qui reviennent beaucoup. Là, j'en ai retiré 4 qui ressortaient vraiment de manière récurrente chez tous, dans tous les Alors, la entretiens. liste des 4 problèmes classiques, est-ce qu'on peut l'avoir ? Oui, alors, c'était les problèmes... Est-ce que je peux deviner ? Oui, tout à fait. Moi, je dirais 1, il n'y a plus de sous. Comment on gère le budget ? 2, les tensions, les conflits dans l'équipe. Ça, c'est un problème. Après, on pourrait parler des admissions du taux d'occupation, mais qui est plus un problème lié au budget, en fait. S'il n'y a pas de résidents, il n'y a pas de loyer, après, c'est compliqué. Je dirais l'aspect réglementaire, les contraintes qui arrivent les unes après les autres et qu'il faut adapter et intégrer. Mais du coup, ça fait 3. Ça pourrait être un problème de bâtiment, qui est un problème, qui n'est pas tout à fait le cœur de métier, mais qui pourrait être lié à comment j'assure la sécurité d'un bâtiment avec toute l'organisation. Et puis les familles, mais ça va plus dans les conflits avec l'aspect RH, quoi. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Il y en a plusieurs qui ont effectivement été cités. Il y en a pas mal que j'ai mis dans d'autres cases. Moi, j'en ai catégorisé 4. Les crises, avec les 2 crises... presque concomitante. Qui est transverse à tous les sujets, mais il faut gérer une urgence, quoi. Et un problème Oui, aigu, c'est ça, parce que ça a entraîné avec de la défiance, violence. Donc ça, c'était le premier problème. Le deuxième problème, c'est effectivement le problème du management, avec la cohésion d'équipe. Le troisième problème, peut-être qu'on pourra revenir dans le détail, mais le troisième problème, c'est l'évolution du profil des résidents. Donc, vous l'avez cité en travers. Et puis, le dernier problème, c'est le problème du temps qui ressort beaucoup. D'accord. Également, donc c'est pas des problèmes très spécifiques, mais c'est vraiment l'incidence, je trouve, des problématiques. Le fait que ce soit un peu soudain à travers la crise, on sait pas, on peut pas trop se préparer. Bon, le management, la cohésion d'équipe, c'est la gestion, conflit, le manque de temps, forcément. Et au milieu, c'était l'évolution du profil des résidents. Oui. Dans les crises, alors à la fois les directeurs et directrices qui sont, encore une fois, j'ai trouvé des gens, j'ai employé le terme de pragmatique tout à l'heure, mais il y a des problèmes, mais il y a des solutions également. Et donc, je suis allée rechercher les 2 choses. Donc, par exemple, par rapport aux crises, que ce soit la crise du Covid ou donc j'étais déjà un petit peu en recul, et le problème lié aux fossoyeurs, et à tout ce que ça a généré. À la fois, il y a eu une grande défiance. Il y a eu parfois même des réactions assez violentes. Ça a provoqué beaucoup de mails de famille, par exemple. Il y a eu tout cela à gérer. Et comment on l'a géré ? On l'a beaucoup géré par la communication. Ça ressortait énormément. On a plus communiqué en direction des familles, même en direction des personnels, pour expliquer comment est-ce qu'on faisait pour gérer un budget. Il y avait quelque chose qui était plus une idée de transparence et d'honnêteté, de dire les choses, peut-être des choses qui n'étaient pas à dire. On ne pensait pas de le Je pense que c'était jamais dit, en fait. Moi, j'ai une théorie là-dessus, c'est que les établissements communiquent très très mal vers l'extérieur, en fait parce qu'ils communiquent pas. Et que forcément, il y a tout un fantasme. La notion Covid, c'était le point culminant. Ensuite, il y a les fossoyeurs où du coup, on remet une couche sur un sujet différent. Le premier, on découvre qu'en fait, on meurt en EHPAD et on se dit qu'est-ce qu'ils font. Et après, on se dit mais en plus, on nous vole. Donc ça, c'est compliqué. Mais même avant, moi, j'ai le souvenir de chaque reportage du jeudi soir où on montre des images un peu trash, un peu choquantes. Forcément, derrière, il y a tout un petit emballement de scandalisation et tout ça. Et puis mais qui passe, qui est c'est une micro-crise. Là, il y a eu 2 grosses crises d'affilée, mais c'est vrai que les établissements ne communiquent pas, du coup, les gens ne savent pas ce qui se passe, comment ça marche, et du coup, on fait des raccourcis. Donc, l'idée, là, je crois que c'était vraiment d'aller par il faut expliquer. Il faut expliquer aux gens, et ce qui a permis, petit à petit, d'adoucir quand même certaines choses, ou par la prévention aussi, recevoir beaucoup. Mais ça veut dire que ça demandait beaucoup plus de travail à beaucoup plus de personnes.
Oui, parce que pendant ce temps-là, il faut aussi gérer tout ce qui doit être fait, et le quotidien, et le management d'équipe, la cohésion, s'assurer que tout fonctionne avec l'évolution des profils, donc avec des résidents qui ont des profils, des besoins de plus en plus importants. Ouais, et puis ça nous donne pas de temps en plus, quoi. Non. Mais ce qui a été aussi assez fort dans les témoignages, c'est que finalement, dans ce cœur des crises, et que ce soit le Covid avec beaucoup de décès, par exemple, et puis le fait de parler beaucoup, de communiquer vers l'extérieur, certains m'ont dit c'était à la fois très dur et en même temps, on a vraiment vécu des moments de beauté. Ouais. Notamment parce qu'il y avait un collectif professionnel. Alors, lorsque les gens travaillent en collectif, lorsqu'ils sont seuls dans leur établissement, c'est un des problèmes. À domicile, oui, ça a été beaucoup plus compliqué. Ouais. Et pour les directeurs et directrices, les collectifs professionnels protecteurs dans lesquels on peut réfléchir aussi avant de prendre des décisions qui seraient pour éviter les décisions intempestives. Donc, avec l'idée du sens du travail, du sens de la mission qui était réaffirmée. Et les gens qui disaient « Je sais pourquoi je suis là. Je l'ai su encore plus et j'ai su que c'était vraiment ma place. » Donc, on parle parfois aussi de démission, de rupture. Ça ne tient plus, plus. Mais ça a été aussi une période de réaffirmation des choses. Il y a aussi cet aspect-là. Donc, c'est quelque chose qui m'avait marqué parce qu'à la fois, c'était très dur. Parfois, on m'a parlé de stress post-traumatique aussi pour les directeurs et directrices. Ouais. Le fait, on était sortis de ce dont on parlait, d'une espèce d'ordinaire, par exemple, des fins de vie. Dans certains endroits, ça a été assez terrible. Donc, que ce soit les équipes apportées, les familles apportées, et puis le collectif des directeurs et directrices lorsqu'il existait, dans les associations en particulier, ou dans les groupes privés également, lorsqu'il y a toute une organisation autour. Là, ça a plutôt aidé. Alors que ceux qui sont vraiment tout seuls, quand il commence à y avoir les décès qui s'enchaînent sur une semaine, moi j'ai eu des retours aussi des soignants qui disaient le traumatisme de devoir mettre les gens dans des sacs et puis pas possibilité que la famille puisse vraiment venir, et puis il faut que tout aille très vite et tout ça, qui a été un vrai traumatisme pour les équipes, les soignants en première ligne, mais avec le directeur aussi qui est pas loin et qui voit aussi, je pense, l'équipe en grande souffrance. Je pense que ça a laissé des traces pour certaines personnes. Oui, beaucoup. Oui. Et peut-être dans les autres problèmes repérés aussi. Donc, au niveau du management, quelque chose qui ressort de manière pratiquement évidente et généralisée, c'est l'idée de faire avec les personnes, avec les personnels. Donc, on m'a utilisé le mot du management participatif, par exemple, ou de collaboration. C'est vraiment revenu très fort chez tout le monde. Okay. Mais alors, il y a ça c'est dans les solutions. Et dans les problèmes, il y a quelque chose qui était assez, on va dire, évident, dans le sens où c'était le travail du directeur, donc de travailler sur la cohésion d'équipe. Mais une directrice me disait, tout s'effondre tous les jours en raison des problèmes d'absentéisme, de turnover. Et donc, cette difficulté à installer des choses vraiment au long cours, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup dans les témoignages. Ce qui fait que ce qui était la dimension du management, c'est quelque chose dont les directeurs et directrices non seulement s'emparaient, mais en plus, ça faisait partie des choses qui raccrochaient au métier. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça et qui en parlent avec beaucoup de ferveur. Il y a des partenariats, il y a des projets, on porte toute l'équipe et le projet porte toute l'équipe également, avec cette idée. Mais le problème, c'est que c'est de plus en plus difficile de continuer. Alors peut-être que maintenant, les choses se sont adoucies, mais en tout cas, je sais pas. Ça vraiment, c'était vraiment comme ça au moment des entretiens. Ouais, parce que les entretiens, c'était 2022, 2023. Ok. C'est ça.
Ouais. Est-ce que, parce que moi j'ai eu le sentiment, autant il y a eu la crise Covid, c'est plus 2020, 2021 et peut-être début 2022, où vraiment on est dans le dur, mais voilà, c'est compliqué, mais c'est vraiment la situation de crise. Mhm. Est-ce que après, sur 2022, les directeurs commençaient à parler de ce sentiment d'épuisement, mais qui vient après, dans lequel en plus le soutien commence à diminuer parce que c'est plus la crise. Mhm. Par contre, on sent le post-Covid. Moi, j'entends beaucoup de monde qui l'appelle comme ça, de dire en fait là ça allait, puis après en post-Covid, là ça s'est vraiment effondré. Mhm. Parce que les équipes qui ont tenu, et justement avec cette notion de collectif, il n'y a pas le choix, il faut tenir, on est ensemble et tout ça, le jour où tout s'arrête, c'est dur de continuer en fait. Mhm. Et c'est là où il y a encore des démissions, de l'absentéisme, parce qu'on a un contre-coup de fatigue, d'énergie, même de sens, de se dire en fait pourquoi on a fait tout ça, comment on est reconnu. Est-ce que ça, ils en ont parlé? Oui, souvent. Souvent avec à plusieurs propos. Il y a eu quelqu'un qui me disait, mais je me rends compte maintenant que je repense très souvent, tiens, à telle date, aujourd'hui on est le 2 février, il y a un an tout juste, il se passait telle chose. Et donc, on est vraiment dans quelque chose qui ressemble effectivement à du post-traumatique, hein, c'est cette chose-là. Et d'autres personnes qui me disaient aussi, et en particulier des gens qui ont commencé sa carrière Il y a ceux dans qui ces sont conditions. arrivés en 2020, ouais. Et oui, et avec un sentiment un peu de finalement l'ordinaire c'est pas très intéressant quoi. Il y a quelque chose d'un peu déceptif où on est dans un ronron quand on a connu des choses extrêmement intenses. Alors le pire est le meilleur, mais extrêmement intense, avec sans doute beaucoup d'adrénaline, beaucoup de solidarité de tout le monde. Et de se sentir seul après. Eh oui, il y avait beaucoup cela. Donc les choses vont sans doute se normaliser. En tout cas, ce sont des choses qui sont revenues assez souvent, oui. Et en même temps, ça a été extrêmement formateur, c'est ce que beaucoup m'ont dit aussi. Quand on entrait dans le métier avec tous ces problèmes à gérer, on apprend aussi son métier alors sur le tas et dans la difficulté, mais souvent avec les autres rapide, aussi. En marche rapide, marche forcée. Oui, tout à fait. Ouais. Très bien, on a parlé donc plutôt des problèmes d'activité et de l'activité. Est-ce qu'il y a un profil type du directeur ou de la directrice d'EHPAD? Une personnalité Oui. Alors, ce que j'ai fait simplement, c'est un portrait statistique. Un portrait. Bon, là, pour l'instant, je suis extrêmement modeste par rapport à ce que j'ai pu faire. Donc, simplement dans les profils. Alors, d'abord, il y a peu de recherches, je disais, en sociologie, mais il y a également peu de statistiques. L'enquête EHPAD donne assez peu de choses. Non, on parle de l'activité du fonctionnement, mais on demande... il n'y a pas de... Oui, 5500 à peu près directeurs, directrices. 7400 EHPAD, donc on voit bien que le fait, oui. Alors oui, il y a tous les multisites. Oui, c'est ça. Donc, ceci explique cela, d'accord. Oui. Un métier féminin à 67%. 65%, sachant que dans le milieu médico-social, on est plutôt à 85% de femmes. Donc ça veut dire qu'il y a moins de femmes qui parviennent à ces fonctions-là, en pourcentage. Ok. Ouais. Donc ça fait partie... On connaît certaines choses sur les formations aussi, un peu différentes entre le public, on va passer majoritairement... HESP, voilà, c'est ça, la moitié logique. À peu près. Ça fait... Alors ça dépend si on inclut les CCAS. Dans le public, parce que si c'est la moitié, ça fait les fonctions publiques hospitalières avec du... Ok. Et puis autrement, des masters, et puis le CAFDES, CAFERUIS un peu aussi. Mais on va être surtout master en premier. Et donc, dans le privé et dans le public. Est-ce qu'on sait si c'est une majorité parmi les masters on va dire, spécialisés, vraiment orientés santé, ou est-ce qu'il y a aussi beaucoup de masters finalement, parce que maintenant un master c'est un master, des gens qui ont qui ont un master dans un domaine, on va dire pas directement lié au médico-social, mais qui du coup ont pu intégrer... Est-ce que ça on le voit ? Alors...
dans ce cas-là, c'est seulement sur mes 15 ans qu'étaient. Ouais. Les masters étaient des masters de gestion d'établissements médico-sociaux. D'accord. Donc on peut considérer que c'est un peu spécialisé. Oui. Je pense... Ou alors une reprise, un premier métier sur quelque chose qui n'était pas spécifique, et puis avec une reconversion professionnelle, à ce moment-là, on fait une autre reprise sur un master. Oui. Ok. C'est ça. Parce que on peut, c'est vrai que c'est assez rare, mais il y a quand même pas mal de directeurs qui avaient un master. Alors souvent c'est quand même un peu lié parce qu'ils bossaient sur les ressources humaines ou plutôt sur de la finance. Voilà, qui fait qu'ils sont pas très loin et comme ils ont déjà un master 2, du coup ils peuvent y aller, quoi. Est-ce que ça vous en avez croisé Oui, j'en ai eu aussi. Ouais. Mais là, il faudrait regarder vraiment dans le détail des statistiques, et je suis pas sûre qu'on ait énormément de choses. Pour trouver les données là-dedans, c'est vrai que il y a pas d'ordre des directeurs qui permettrait d'avoir la liste de tout le monde avec le parcours, quoi. L'enquête EPA, c'est là où on a le plus de choses, mais encore une fois, il n'y a pas beaucoup. Est-ce qu'on a l'intitulé du master ? Je pense pas. C'est juste, est-ce qu'il y a bien son niveau 1 ? C'est tout, je pense. Je ne sais plus. Ouais. Je vais pas me. Comme moi, j'ai pas souvenir qu'on nous l'ait demandé, mais c'est vrai que du coup, c'est intéressant. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses à aborder ? Quelles conclusions peut-être vous en avez tirées ? Ouais. Alors, je dirais bien que là, je suis à ce moment où ça fait à peu près 6 mois maintenant où je suis passée dans la thèse. Ouais. Et l'idée des parcours professionnels et parcours, lorsqu'ils croisent les parcours de vie, comme je le disais, les parcours personnels. Donc c'est là où j'en suis. Et je commence, là j'ai beaucoup lu, j'ai commencé d'affiner tout ce qui va être ma méthodologie de recherche. Donc là, je suis juste à ce démarrage. J'ai eu toujours l'habitude, pendant toutes mes années professionnelles, de travailler avec les autres. Et ça m'est apparu très cohérent de continuer de le faire. Donc, je vais lancer un groupe participatif pour accompagner cette recherche pendant les 3 ans. Donc, un groupe de directeurs et directrices d'EHPAD volontaires. Donc, là, je vais bientôt lancer un appel, notamment sur LinkedIn et par d'autres canaux. Donc là, c'est suivre la recherche en train de se faire et qu'on puisse se rencontrer 2 à 3 fois par an. Enfin, rencontrer. Ça sera en visio puisque ça sera national. Ok. Et puis, l'idée, c'est d'avoir des retours sur s'il y a un questionnement que je retrouve à un certain moment, avoir le retour, des commentaires, des suggestions pour continuer. Éventuellement, ce qui serait bien aussi, ce serait d'arriver à écrire un article tous ensemble à la fin des choses. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, je vais lancer un questionnaire très très vite rempli, 3 minutes. Promis. Oui. Qui me permet un positionnement sur des types de parcours, et ensuite ça me permettra de sélectionner, puisque je vais avoir 40 à 50 entretiens, sélectionner si je veux travailler par exemple plus sur l'entrée dans le métier, on en a parlé, ou si je veux travailler plus sur des reconversions ou des choses comme ça, ou si je vois une bascule à un moment. Bon. Donc je repère des profils, et ensuite en entretien ça me permet de creuser un point plus qu'un autre. Donc je vais avoir ces 3 choses dans mes méthodologies. Donc là, je suis en tout début. Ok, super. C'est vrai que c'est super intéressant, les parcours, que ce soit avant comment on arrive sur ce métier, ou même à un moment, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on en part. Oui. Et comment on vous contacte pour en savoir plus ou pour participer. Alors il y aura un appel à candidature, mais si on veut plus d'infos sur le mémoire, sur les sujets abordés, comment on peut vous contacter ? Je suis assez présente sur LinkedIn, donc on me retrouve, je pense, assez facilement. Et sinon, donc, mon adresse universitaire, christine.valin@univ-lille.fr. Sinon, sur LinkedIn, c'est très bien aussi. LinkedIn, il y a une bonne messagerie, ça marche bien. Oui. Ok, super. Merci de nous avoir expliqué donc ces travaux. C'est super intéressant. Et on va enchaîner, alors ce sera pour la semaine prochaine, mais du coup je serai peut-être l'un des premiers à être interrogé sur la dimension du parcours, et on a décidé de le partager. Donc on va faire l'exercice inversé tout de suite.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.